Bonsoir et bienvenue dans le live. Il est arrivé dans le paysage littéraire il y a 20 ans, un petit ourson sous le bras, Mouk, l'un de ses premiers personnages. Cette année, c'est un prix jeunesse, la Grande Ourse, qu'il ramène avec lui. Le Salon du Livre récompense ainsi, je cite, ses illustrations désopilantes, fourmillant de détails et sa capacité à rendre à merveille autant le grave que le burlesque. Force est de constater qu'il est souvent le deuxième nom sur la couverture du livre, juste après l'autrice et l'auteur. C'est pourtant lui qui donne corps au bestiaire préféré des jeunes lecteurs. À Edmond, l'écureuil naïf qui a l'air de découvrir la vie, à Chien pourri qui habite dans une poubelle et qui rêve d'une autre vie, et enfin bien sûr à Ariol, le petit âne bleu éternellement coincé en CM1. Vous voyez de qui je parle? L'illustrateur Marc Boutavant est notre invité ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir Camille. Alors Marc, vous rêviez d'être médecin. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous rêviez d'être médecin, la vie a bien fait les choses, vous avez choisi le dessin, et alors tout serait parti d'une histoire de papier peint. Il va falloir que vous m'expliquiez quand même. Tout est parti d'une histoire de papier peint, c'est vrai, vous êtes bien renseigné. Il faut toujours avoir un beau papier peint chez soi, surtout dans sa chambre. Très important, pour les petits, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il y avait sur ce papier peint qui avait sûrement été fabriqué en 1960 ou 50 ? C'était des petits paysages en 3 couleurs. Donc des petites scénettes, paysages, sur un petit scooter, scooter typique italien là. Et puis il était jaune, il y a 2 personnes dessus, une troisième qui est en train de tomber, il y a un petit chien rouge. Enfin, cette limitation dans les couleurs. Il y en avait 3, ouais. Et les petites scénettes champêtres et marrantes, etc., m'ont certainement beaucoup influencé. Votre envie de dessiner. Oui, voilà. Et votre dessin. Oui, c'est bête, mais aussi ces 3 couleurs, c'était important. L'écureuil rouge qui était dans l'arbre très vert, etc. C'est un début, ça explique sûrement pourquoi est-ce que très vite j'ai fait des programmes en 2 couleurs et j'aime beaucoup me limiter dans les couleurs. Je suis pas très généreux en couleurs dans mes livres. On retrouve ça dans votre album Beau Gueugueux. Exactement. Souvent en rouge, vert et jaune. Alors très tôt, vous êtes venu à la pratique. Ne riez pas, Marc, c'est une question très sérieuse. Qu'est-ce que vous avez appris en décalquant le journal de Mickey? Parce que vous avez décalqué le journal de Mickey. Ouais, c'est à moitié glorieux tout ça, mais en tout cas, que ce soit ça et tout le reste, parce qu'en fait, il n'y avait pas que ça quand même dans mes lectures. Il n'y avait que des bandes dessinées, bien sûr. Parce que décalquer des textes, c'est pas super marrant, mais décalquer Mickey ou tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la famille Glo-Globe et tous ces petits personnages, décalquer Astérix, je sais pas si vous avez déjà essayé, Camille, de décalquer Astérix. Oui, merci, c'est vrai en plus. Et donc, tout ça, c'est assez fastidieux, assez difficile, parce que trop simple, et en plus, on n'a pas quand on est jeune comme ça, sauf les petits génies, on n'a pas la capacité de faire des déliés. La beauté des traits d'Astérix, par exemple, c'est qu'il y a des pleins, des déliés. Ils font ça avec un outil particulier. Alors que quand on fait ça petit, avec un gros stylo BI comme ça, avec la main gauche ou droite, ou le pied, je sais pas, ou avec même un crayon de papier, en fait, on ne peut pas avoir ce rendu-là. Donc on a beau le faire 40 fois de suite, c'est un peu frustrant, et c'est pour ça qu'on le fait 40 fois de suite, parce qu'on n'arrive pas à faire ça. C'est comme faire des gammes, un peu, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, vous avez dessiné, Marc, pour une multitude d'écrivains. Comment ça fonctionne? Vous essayez de rentrer dans leur tête pour voir l'image qu'ils ont en tête, ou vous leur proposez votre propre image, en général? Alors, j'ai tout à fait compris le double sens de la question. Est-ce que je leur impose mon univers? Non, est-ce que vous leur faites une proposition? Non, je leur impose mon univers. Mais gentiment. C'est-à-dire que c'est pas mal de travailler avec des autrices et des auteurs. Souvent, ils ne sont pas... Souvent, pas toujours. Emmanuel, c'est une exception. Ils ne sont pas eux-mêmes illustratrices, illustrateurs. Donc, j'ai une espèce de préjugé favorable comme ça, où quand je vais donner quelque chose... Normalement, ils devraient être assez contents. Donc à partir de là, je me dis, je peux aller plus loin et leur proposer vraiment quelque chose d'un peu plus fort ou différent de ce qu'ils attendaient. Aller plus loin, en tout cas. C'est une relation de confiance. Vous avez parlé d'Emmanuel Guibert, le scénariste de la BD Ariol. Il me disait il y a 2 jours, avec lui, les personnages ne sont jamais une enveloppe vide. Marc, comment vous faites pour leur donner une épaisseur psychologique à ces personnages ?
C'est trop sympa de la part d'Emmanuel. Qu'est-ce qu'il est sympa. Il dit ça parce qu'en plus, l'année dernière, on a passé tout un album à faire, à dessiner toute la classe dans chaque case. Et c'est vrai que j'ai du mal, ça doit m'arriver de temps en temps, mais j'ai du mal à dessiner des personnages en arrière-plan qui seraient des figures, des dixièmes rôles, etc., qui seraient comme ça un peu zombies. J'aime bien qu'il se passe quelque chose que, pour qu'ils existent, en fait, ils ont besoin de trouver leur place dans la case, dans l'histoire, dans la scène, et donc de regarder quelque chose qui correspond aussi à la case suivante. Enfin, ça se répond, ça se continue, ou etc. Mais ça se passe beaucoup dans les yeux, les regards, et ça se passe beaucoup dans la continuité. Oui. Et il faut que je parle plus lentement peut-être ou... Non, pas du tout. Mais vous avez parlé du regard, je rebondis là-dessus. Il en dit long, le regard chez le personnage. Je pense notamment à la méfiance dans les yeux d'Ariol ou alors au jeu de paupières un peu blasé de la Belette dans l'école des souris. C'est l'une des bases du dessin humoristique, le regard pour vous? Alors peut-être pas que du dessin humoristique. Du dessin tout court. Oui, alors peut-être pas le dessin d'ambiance où il y a une nappe de brouillard, la forêt et un petit personnage dont on voit pas les yeux. Mais je pense que globalement, on est tous là, enfin on est très nombreux dessinateurs à commencer par les yeux. C'est un peu la base, c'est vrai. Il y a le triangle qui est la base, le triangle yeux, nez, bouche, très très important évidemment. Mais ce regard-là, on commence tous par ça, on commence tous par les pupilles. Et je me suis perdu. Et évidemment que c'est capital, puisqu'en fait, il s'agit de rendre, c'est-à-dire partager. Et il s'agit de rendre quelque chose qu'on connaît, qu'on a en tête. Et il faut que je le mette là et qu'il soit compris. C'est ça, la victoire, l'objectif, c'est ça. Et d'ailleurs, ça marche bien, parce que quand on réussit à rendre au-delà même de nos espérances, de mes je vais dire moi, pardon, il faut que j'arrête de dire on. C'est comme si j'avais fait un truc de sport, de dopamine, etc. Oh, j'ai réussi, j'ai bien rendu là. Oh, je m'y attendais pas. C'est intéressant parce que donc il y a le regard et il y a aussi, vous parliez de ces personnages un peu en arrière-plan qui paraîtraient secondaires. Vous travaillez beaucoup sur les détails. Je me souviens sur une ou deux tables dans Edmond d'un sachet de thé avec le nom du thé dessus. Qu'est-ce qu'il ajoute de plus à l'histoire, le détail ? Qu'est-ce qu'il ajoute à l'histoire ? Il installe l'histoire dans une vérité pour l'enfant, je crois. Dire que tout ça, c'est pas... si je ne détaille pas ou si c'est trop elliptique, hein, ça peut se faire de temps en temps, mais ce sera dans un but précis. Voilà, il manquera certainement quelque chose, surtout sur une table où il n'y a pas non plus 36 000 affaires. Donc, les personnages sont là, ils ont des regards, ils ont des attitudes, il y a une forme de cohérence dans les attitudes de chacun. Ils ont un poids, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se penche un peu sur l'autre, qui met sa tête ou son bras, alors l'autre va avoir il va le sentir, il va s'affaisser un petit peu, merci. Et tout ça vaut aussi pour ce qui est présent comme objet. Et le petit sachet de thé, eh bien, si j'ai le temps ou l'idée de mettre un petit truc dessus, un petit détail, pour parler, en fait, le plaisir que j'avais enfant, c'était quand même de voir ça, ça ajoute à la réalité, ça l'augmente, hein, pour utiliser une expression courante, ça augmente la réalité. Et puis ça me parlait, moi enfant ça me parlait. Je me disais, tout le monde ne voyait pas ça. C'est-à-dire qu'on voit la scène principale, on voit ensuite la scène secondaire, on voit la scène peut-être en troisième plan, et puis après il y a aussi des petites choses comme ça, où ah tiens, pas mal, ah super, bon. Et donc on parle des détails, on a parlé du regard. Moi, à titre personnel, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans vos dessins, c'est les jeux sur la lumière. Edmond, par exemple, il y a je peux le montrer, mais il y a ces petites lanternes régulièrement qui reviennent. Puis il y a aussi alors c'est ça la colère qu'on voit ici de Toon Tellegen. Il y a des jeux d'ombre, voilà. Il y a des jeux d'ombre. Dans un dessin, qu'est-ce que la lumière, d'après vous, doit éclairer ? Ok. Voilà. Le sens de la vie. Qu'est-ce que la lumière qu'est-ce qu'elle doit raconter ? Non, mais c'est une question trop intello. Non, mais
Désolée. Camille, vous avez vu ce que je dessine? Ah oui. Je dessine des petits bonhommes, des petits Mickey. Dites-moi, qu'est-ce que la lumière doit raconter? Pourquoi vous passez autant de temps sur ces scènes? Vous leur accordez parfois une page entière. Alors, j'ai une réponse, malgré tout. Parce que ce soit la lumière ou la couleur, et là, vous avez cité Edmond. Edmond et la lumière, ça va assez bien ensemble, parce que Astrid Desbordes, qui est l'autrice d'Edmond, est très attirée par les ambiances. C'est avec elle que je fais le plus d'ambiance. Et à tel point que finalement, je crois que récemment, elle m'a demandé ce que je voulais faire, moi, comme ambiance. Et je lui ai dit un brouillard, plutôt ambiance brouillard, j'aime beaucoup ça. Donc le prochain sera Brouillard 2. Et oui, ça existe. Et donc, lumière, ambiance, ça va ensemble. Moi, ça me donne... Enfin, je découvre. Je me dis, tiens, il y a une scène là, dans la grange ou dans l'herbe. La lumière va me faire découvrir comment moi je vais rendre une prairie quand il y a un point lumineux. En fait, c'est moi que ça excite. Hein. J'espère que ça va exciter quelqu'un d'autre ensuite. Mais c'est moi que ça excite d'avoir tout d'un coup ce rendu, cette interprétation. Parce que on est bien d'accord que c'est pas hyper réaliste ce que je fais. Et que ce qui va être intéressant pour moi, c'est comment je vais rendre relativement simplement l'effet de cette lumière dans ce monde semi-réel ou pas du tout réel, mais en tout cas, ça y est, je me suis perdu. Onirique? Oui. Voilà. Coloré. Non, c'était pas ça. Comment vous allez rendre une ambiance? Comment je vais rendre cette ambiance, mais dans mon monde. Dans mon monde coloré. Encore une fois, les petites lumières, j'étais hyper content parce que je me suis dit, je vais juste faire des petits brins d'herbe sur fond noir et ils seront sombres et ces simples brins d'herbe vont être roses quand ils vont être plus proches de la lumière. C'est pas grand-chose et avec ce pas grand-chose, j'arrive à rendre ça, l'effet de lumière, et donc je suis hyper satisfait. Tant mieux. Alors je dirais pour conclure qu'en fait il y a beaucoup de... Oui, déjà. Enfin, c'est pas terminé. Je dirais qu'il y a beaucoup de tendresse et de sensibilité dans votre univers, mais il y a aussi beaucoup de mordant. Est-ce que ça vous dérange quand les gens vous disent qu'ils trouvent vos dessins assez mignons? Ah, mais j'adore ça. C'est un mot que je dis trop souvent. Ah. Et je dis trop souvent mignon. Je suis mignon, tu es mignonne. Ils sont mignons, elles sont mignonnes. C'est trop mignon. Et en fait, alors, quand j'ai commencé à le dire il y a... une quinzaine d'années, on me disait « Ah non, mais ça se dit pas. » Ah bon, ok. Donc je le disais un peu doucement. Puis là, je commence un peu à m'affirmer et à dire de plus en plus fort « C'est vraiment mignon. » Donc j'aime bien qu'on dise que c'est mignon. Donc ça vous va? Okay. Oui, ça me va très bien. Bon, c'est toujours bizarre de demander à un dessinateur de commenter son travail parce qu'il n'y a rien de plus parlant que de le voir faire en direct. C'est ce qui va se passer bientôt, Marc. Dans quelques instants, vous serez aux côtés de Valentina Gardet qui va lire à voix haute, qui va lire à voix haute le début de votre nouvel album Chien pourri à Hollywood, qui a été écrit par Nicolas Gutman. Voilà. Mais avant cela, notre traditionnel pastille en cuisine, c'est le scénariste de bande dessinée Stéphane Melchior qui nous ouvre son livre de recettes. Mes ingrédients pour cuisiner une bonne histoire sont un livre de recettes, des idées, beaucoup d'idées, la mer, les bateaux, la plage, un peu de méthode, un peu d'humour, des monstres, beaucoup de monstres, et de l'action. Avant de sortir les ingrédients du panier, il faut que je vous présente mon livre de recettes préféré. C'est l'Iliade et l'Odyssée, voilà, illustré par les Provençaines. Et dedans, il y a tout ce que j'aime. La mer, les bateaux, c'est bourré de bonnes idées, il y a des monstres, il y a du suspense, il y a de la mythologie. C'est ce livre qui me suit depuis l'enfance et j'en suis jamais sorti. Sortons les ingrédients du panier. Le premier ingrédient, des post-it, des idées. Les idées, elles me viennent comment? Elles me viennent en lisant beaucoup, en me baladant. Et comme elles peuvent surgir à tout moment, j'ai toujours des post-it en fait près de moi, j'en ai dans ma poche quand je me promène. Et toutes ces idées, je les consigne dans mon petit carnet à idées, que j'appelle mon carnet atelier, où je colle tous mes post-it. Les idées s'accumulent, elles discutent entre elles. Petit à petit, les histoires surgissent. Quelquefois, il n'y a rien à faire, les idées ne viennent pas. Alors, pour les retrouver, j'ai une petite solution, la mer et les bateaux. Comme j'ai la chance d'habiter en Bretagne, pour que les idées se débloquent, qu'elles viennent à nouveau, eh bien, je vais me promener sur la plage, ou bien je vais faire un petit tour en bateau.
Et à ce moment-là, tout redevient simple, je retrouve l'inspiration et les idées s'assemblent à nouveau. Autre ingrédient pour cuisiner une bonne histoire, l'aventure et les voyages. J'ai une passion pour le Japon. J'ai écrit beaucoup d'histoires qui se déroulent au Japon. C'est un pays où j'ai eu la chance de voyager. C'est vraiment une culture fascinante où un occidental perd tous ses repères et c'est justement très excitant. J'ai beaucoup étudié l'histoire de l'art et j'ai une passion pour les estampes. C'est un art populaire qui ne coûte pas très cher et de temps en temps, il m'arrive d'en acheter. C'est rempli de héros extraordinaires, de samouraïs qui combattent des monstres. C'est vraiment un univers fascinant. Autre ingrédient très important, les monstres. Les monstres japonais, mais pas uniquement. Les monstres nous rendent humbles, nous amènent à reconsidérer un peu notre place dans l'univers et nous questionnent beaucoup. Et puis ce sont de bons adversaires pour les héros. Alors pour le scénario comme pour la cuisine, les ingrédients c'est très important, mais il faut aussi un bon tour de main, c'est-à-dire de la méthode. Et des petites fiches sur la méthode, sur ce que doit être une bonne histoire, bien rythmée, avec des bons personnages, j'en écris pour me rappeler comment je dois bien construire mes histoires. Pour muscler une bonne histoire comme pour muscler une bonne recette, il faut savoir épicer son récit. Alors il nous faut de l'action et aussi un peu d'humour. Scénariste c'est un métier sérieux, mais il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Alors les histoires, il faut que ça mijote un peu. Voilà, l'histoire est prête. Qui en veut ? Marc Boutavant dessine Chien pourri aux côtés de la lectrice Valentina Gardet et de la musicienne Morgane Aurich, toutes deux membres du groupe My Dog the Bear. C'est parti! Dans leur poubelle, Chien pourri et Chaplapla passent le temps. Chaplapla compte les pots de bananes et Chien pourri feuillette Hot Dog Magazine. Pour tous les chiens qui aiment le 7e art et les saucisses. T'as vu Chaplapla ? Brave Pete, le chien préféré des maîtresses de 7 à 77 ans, va tourner près d'ici. Et alors, tu crois qu'il va nous sortir de notre poubelle ? Ne sois pas rabat-joie, Chaplapla. Tu n'aimes pas le cinéma ? Oh, pas trop. La dernière fois qu'on y est allé, on est resté devant à l'entrée à ramasser du popcorn. Moi, ça me fait rêver, soupire Chien pourri. Tu sais, Chaplapla, si je n'avais pas été un chien poubelle, j'aurais aimé être une star de cinéma. Heureux Chien pourri. Son rêve est à portée de patte. À quelques rues de là, l'équipe de 00 Sec tourne Jamais plus mouillé, un nouvel épisode de la saga. Chien pourri frétille et s'avance vers Brave Pete, qui se grille une saucisse près d'un projecteur. J'ai toujours rêvé d'avoir une saucisse dédicacée, pense Chien pourri, qui fonce sur le plateau de tournage. Mais les services de sécurité sont intraitables et en 2 temps, 3 mouvements, Chien pourri se retrouve plaqué au sol et saucissonné par Brave Pete en personne. C'est toujours moi qui réalise mes cascades. Quelqu'un a filmé ? Le grand réalisateur Pascal Truff vient voir qui sème le grabuge sur son tournage. « Oh, mais que ce chien est immonde !» s'écrie-t-il. « Mais attends un peu, mets-toi de profil pour voir. Tourne-toi sur ta gauche. Non, l'autre gauche. Mais oui, tu as une vraie gueule d'acteur et d'un naturel dégoûtant. Ton chat aussi a un physique intéressant, extrêmement plat, parfait pour le cinéma. » Un tel événement ne passe pas inaperçu. Tu crois qu'il veut les engager pour un film d'horreur ? Demande le basset à petit manteau. Même pour un film interdit aux moins de 16 ans, aux chiens de moins de 16 ans, ils font trop peur, se moque le caniche à franges. Parmi les curieux, une jeune spectatrice, venue observer les cascades de 00 Sec, s'avance vers Chien pourri et lui tend un bout de papier. « C'est pour moi ?» demande Chien pourri. « Oui, » répond-elle timidement. « Pour que je le mange ?» Non, j'aurais aimé un toutou grave, s'il vous plaît. Jamais Chien pourri n'avait été si honoré. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Fanette et je suis fan de cinéma. Pascal Truff, lui, s'impatiente. Les fans, c'est pas ce qui manque. Venez dans ma loge, j'ai des croquettes. Dans sa caravane, le réalisateur va droit au but. Je sens devant moi les poubelles ? demande Chien pourri. Non, je sens... La sardine ? Le coupe Chaplapla. Non, une occasion en or. Que diriez-vous de jouer dans mon prochain film ? Le chien des rues. Un film sans gadgets, sans stars, sans argent, mais avec vous. Le chien des rues ? C'est un film sur les chats ? demande Chien pourri. Faut qu'on réfléchisse. Prévient Chaplapla. Parfait. Pendant ce temps, j'envoie vos contrats dans votre poubelle. Et prenez donc un chewing-gum, ils viennent d'Hollywood.
Alors que le tournage de Jamais plus mouillé s'achève sous un grand soleil de l'autre côté de la rue, une équipe place discrètement des caméras dans l'impasse de Chien Pourri et Chaplapla. Les figurants s'installent autour de leur poubelle. « C'est marrant, vous ressemblez au caniche à franges », remarque Chien Pourri. Eh, c'est normal, je suis le caniche à franges. Bah, c'est bien ce que je disais, vous lui ressemblez beaucoup. Oh, vous êtes venu avec votre porte-manteau. Mais je suis le Bassé à petit manteau. S'énerve le Bassé. Pour sa première apparition devant une caméra, Chien Pourri doit interpréter quelque chose de simple. Un chien qui dort dans une poubelle. Mais Chien Pourri se met à trembler de toutes ses puces. Chaplapla, je crois que j'ai le tract. Tu veux dire le trac? Oui, mais le gros, le tracteur. Ne t'inquiète pas, sois naturel et tout ira bien. Je suis une boîte de thon au naturel. Je suis une boîte de thon au naturel. Se répète Chien Pourri. Attention, silence les mouches, ça tourne et action, crie Pascal Truffe. Je dors, crie Chien Pourri. Coupez. Ben quoi, c'est vous qui m'avez dit de faire, pas de dire. Allez, on reprend. Action. Vérité? Demande Chien Pourri. Heureusement, Chaplapla l'aide à s'endormir avec une chanson douce. Fais dodo, pourri mon petit chien. Fais dodo, t'auras du rien, rien. Coupé. Cette fois c'est la bonne. Chien Pourri, tu as été parfait. Le félicite Pascal Truffe. Tu es en route pour les Oscars, Se moque Chaplapla. Et tandis que Chien Pourri se demande si tous les Oscars vivent dans une même maison, il est applaudi par l'équipe du film, moins de jaloux. Ah, c'est trop facile de faire semblant de dormir. Dit le caniche. Ouais, même mon manteau il dort mieux que lui. Fait le Bassé. La scène suivante est bien plus difficile. Chien Pourri doit éviter un grand danger, un caniveau qui déborde. Les techniciens ouvrent les vannes sur le trottoir et Pascal Truffe donne ses indications. Chien Pourri, tu plonges dans le caniveau et tu fais semblant de te noyer. Mais attention, ça doit paraître vrai, tu comprends? Je crois, oui. Attention, silence les mouches. Moteur et ça tourne. Je n'ai qu'à vraiment me noyer pour faire encore plus vrai. Se dit Chien Pourri. Il en met du temps pour crier à l'aide, dit le réalisateur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Chaplapla saute dans le caniveau pour sauver son ami. Ah non, tu vas me faire rater ma noyade, râle Chien Pourri. Coupez, hurle Pascal Truffe. C'est nul, nul, nul. Mais souvent, lorsque rien ne va plus, tout arrive. Et la petite Fanette revient sur le plateau de tournage, son toutographe à la main. Vous avez oublié de mettre la date, monsieur le chien. Nous sommes aujourd'hui, dit Chien Pourri. Vous voulez que je l'écrive? Oh oui, merci. C'est très gentil. En haut, à droite, s'il vous plaît. Ces deux-là vont très bien ensemble, pense Pascal Truffe, qui ne manque jamais de flair. Dis donc, petite, as-tu déjà joué dans un film? Non, mais j'ai déjà joué à la poupée, aux cartes et aux cochons pendus. Eh bien, vois-tu, jouer dans un film, c'est un peu comme jouer à la marchande ou à la dinette. On s'invente un personnage. Ma maman, elle veut pas que je joue à la dinette avec des mini-assiettes parce qu'on se fait des mini-tâches. Parfait. Elle est aussi sotte que l'autre est cruche, pense Pascal Truffe. Reste à savoir si elle n'est pas allergique aux chats. Aimes-tu les animaux? Oui, j'adore les poissons rouges. Et les chats? Oui, surtout les poissons-chats. Pascal Truffe repart dans sa caravane modifier son scénario. Le chien des rues ne restera pas dans la rue trop longtemps. Fanette jouera le rôle d'une petite fille riche qui le sortira de sa poubelle pour jouer à la poupée avec lui. Avec une telle histoire, c'est le succès garanti, se réjouit-il. Dans cette nouvelle scène, Fanette Poupée Dorée promène le chien des rues sur une avenue pour lui acheter un costume. Ce soir, chien des rues, nous recevons les Duchemolles. Il faudra bien t'habiller, lui dit-elle. Oui, maman, dit Chien Pourri qui regarde une mouche voler. Tu m'écoutes? Oui, papa. Coupez, hurle Pascal Truffe. Ce n'est quand même pas compliqué de dire maman 2 fois de suite. Oui, monsieur le directeur, réalisateur. Bon, on reprend. Derrière un lampadaire, déguisé en réverbère, Brave Pete, alias 00 Sec, est bien décidé à ne pas se faire voler la vedette. Psst, psst, dit-il au caniche et au Bassé à petit manteau, ce qui, en langage d'espion, veut dire « Hep, vous deux là-bas, que diriez-vous de travailler pour moi ?»
propose-t-il. Pour faire votre doublure manteau? Se réjouit le basset. Mieux que ça. Pour jouer les méchants du film qui gagnent à la fin. Une frange? Demande le caniche. Tout ce que vous voudrez, du moment que vous m'aidez à me débarrasser de ces clowns. Chien pourri, lui, ne se doute de rien et trouve le métier de comédien formidable. Tu as vu Chaplapla? Il y a un buffet avec des mini saucisses et du jus de pomme. Il ne voit pas que le caniche qui s'approche dangereusement avec sa frange glisse dans son verre un cheveu à retardement. Un terrible gadget inventé par 00 Sec. Chien pourri entre chez Coquard et Coquet pour tous les chiens qui prennent soin de leur maître. Décidément, j'adore le cinéma. On nous offre de beaux vêtements. Se réjouit Chien pourri. Mais au moment de remercier Fanette, le cheveu à retardement se fait sentir sur sa langue. J'adore ma nouvelle veste, Maman, récite Chien pourri. Coupez! ben quoi, c'est pas dit papa? Non mais quelle truffe celle-là! Qu'est-ce que c'est que cet accent? Crie Pascal Truffe. J'ai un cheveu sur la langue. S'excuse Chien pourri. Et moi je suis à un poil de te virer. Chaplapla, tu le remplaces pour cette scène. Je vais jouer un chien? Hallucine Chaplapla. Maquillage, on s'active! Hurle Pascal Truffe. Aussitôt, une ribambelle de personnes se presse autour de Chaplapla. Faux nez, fausse fourrure, vraie mouche. Aboie pour voir, ordonne Pascal Truffe. Miaou, fait Chaplapla. Ça ira, tu seras toujours meilleur que Chien pourri. Au son de moteur, la petite Fanette promène Chaplapla pendant que Chien pourri tente de se débarrasser de son cheveu sur la langue chez un coiffeur. Celui qui se régale de son plan machiavélique est 00 Sec, qui, avec une puce greffée dans son oreille, passe un coup de fil anonyme. Allô, Hot Dog Magazine. Ici, c'est pas Brave Pete. Passez-moi le rédacteur en chef, j'ai un scoop à propos du chien des rues. Le lendemain, la nouvelle tombe dans Hot Dog Magazine, pour tous ceux qui aiment encore les petits pots et les potins. Hot Dog Magazine, scandale dans le cinéma. Incroyable, le chien des rues est un chat. Le tournage du Chien des rues, qui avait mal commencé, prend des allures de film catastrophe lorsque les amoureux du 7e art viennent demander des comptes à Pascal Truffe. Si le chien n'est pas un chien, j'irai pas voir le chien des rues. Prévient un petit fan. Oui, moi, une fois, j'avais vu un film de robots. C'était même pas un des vrais robots, alors j'ai quitté la salle. Explique un autre. Ne vous inquiétez pas, les enfants, le chien des rues est un vrai chien. Regardez-le qui vient. Grâce au miracle du cinéma et au prodige des effets spéciaux, le cheveu sur la langue de Chien pourri a disparu. Moi, j'adore les effets spéciaux. Dit une petite fille. C'est comme un jour, j'étais debout et la seconde après, j'étais assise. C'est pas un effet spécial. La coupe une autre. T'as raison, toi t'es bête et maintenant t'es stupide et ça c'est un effet spécial. Pour calmer les esprits, Pascal Truffe leur propose d'assister au tournage de la grande scène finale, lorsque le chien des rues, après avoir été sauvé par Poupée Dorée, ne reconnaît ni sa poubelle, ni ses pigeons, ni même son chat. Comment je vais faire pour me souvenir de tout ce que je me rappelle plus? S'inquiète Chien pourri. Heureusement, le basset porte une pancarte à côté de la caméra et l'aide à se rafraîchir la mémoire. Regardez les enfants, sa poubelle a disparu, s'enthousiasme Pascal Truffe. C'est ça la fin, vraiment? Il est nul ton film, dit un petit fan. Ouais, y a qu'à marquer son nom sur la poubelle, c'est trop facile de la retrouver. Faut pas dire ça. C'est nul de dire c'est nul, dit Fanette. Qui c'est celle-là? Demande un fan. Celle-là, comme ils disent, c'est une fan de la première heure devenue comédienne et qui s'écrie pour encourager son toutou préféré. Ne t'en fais pas, chien pourri, tu vas crever l'écran. Ah bon? Pourquoi je devrais lui faire du mal? Il m'a rien fait. Le toutou Paris est de sortie pour la première de Chien des rues. Chien pourri tremble au bras de Chaplapla sur le tapis rouge. J'ai peur, Chaplapla. De quoi, chien pourri? De rien voir s'il y a un grand devant moi. Ne t'inquiète pas, il y a des roses chiens à l'intérieur. Chien pourri devrait plutôt se méfier des critiques, particulièrement celles du célèbre La Dent Dure, connu pour ne pas être tendre et dont les articles dans Ciné Immonde sont redoutés de tous. La dernière fois que j'ai vu un film avec un chien, je me suis endormie sur un canapé avec mon chat, dit-il. Ça ne risque pas d'arriver, le rassure Pascal Truffe. Vous serez saisi par l'émotion. Venu, incognito, Brave Pete, déguisé en dalmatien, prévient. 00 Sec va toucher leur espoir. Vous allez faire quoi, chef? Demande le caniche caché derrière sa frange. Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Il va faire quoi? Demande le basset au caniche. Je le sais, mais je te le dirai pas.
Dans la grande salle du Ciné-Palace, la petite Fanette s'installe au premier rang. Un directeur de casting l'a repérée devant son école parce qu'elle portait un grand cartable, Indique un monsieur. non, c'était devant une poubelle parce qu'elle tenait un gros sac, Corrige une dame. Sur son siège, Chien Pourri a empilé 3 rehausse-chiens. Chaplapla patiente avec une glace à la sardine. Soudain, le noir se fait jour. Les derniers téléphones s'éteignent et, mis à part Chien Pourri qui demande où est l'écran, le silence est total. Le film commence. Le chien des rues dort dans une poubelle et un chat pêche à la ligne dans le caniveau. La musique entame un air dramatique. C'est une poubelle qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. La la la, la la la. Et la nuit c'est pas les déchets, tout doucement, sans faire de bruit. C'est pas avec ce genre de paroles que le film va faire grand bruit, se marre un spectateur. Chut, on n'entend pas le caniveau, Rigole un autre. Sur l'écran, Fanette, alias Poupée Dorée, se présente pour vider ses poubelles. Mais à la vue de Chien Pourri, elle s'écrie. vous avez l'air d'avoir froid, venez vous réchauffer. J'ai des radiateurs thermostatiques à la maison. Qui a écrit ce film? Un plombier? Se marre une spectatrice. Merci, mais j'ai peur des radiateurs. Répond Chien des rues. Je peux vous appeler maman, papa? La salle est hilar. Hot Dog Magazine, toujours en avance d'une saucisse, commente le film en direct. Le film comique de l'année, tellement mauvais qu'il en devient drôle. Bravo à tous les trois. Alors, on est souvent à 2 doigts de la catastrophe avec Chien Pourri, mais ça finit toujours par s'arranger. Merci Valentina, merci Morgane, merci Marc. La télé du salon se poursuit jusqu'à 20h. Demain, vous avez rendez-vous à 17h avec Willy Richer et son café littéraire. Nous, on se retrouve à 19h15 pour un live en chanson.